celle du cerveau et de la reliance. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les deux hémisphères cérébraux. L'un que l'on appelle le masculin, qui est plutôt analytique, qui calcule, qui sépare. Mais l'autre, celui qu'on appelle le féminin, qui est capable d'intuition et de perception globale. Et dans le fond, notre esprit ne fonctionne bien que s'il y a l'association des deux hémisphères. Ce qu'il y a, c'est que nous avons, notre civilisation a imposé la domination de ce qui est analytique, de ce qui sépare, etc. Et les capacités d'intuition, de globalité sont restées beaucoup plus dans le domaine, dans le champ, heureusement, de la culture féminine. Mais il est certain que le développement harmonieux de l'esprit des hommes, des femmes, suppose la collaboration des deux hémisphères. C'est Michelet qui a dit cette phrase, que je reprends à mon compte: j'ai les deux sexes de l'esprit. Or, nous devons avoir les deux sexes de l'esprit. Donc, je pense que notre cerveau a toutes les capacités qu'il faut pour relier. Bon. La deuxième chose que je répondrai, c'est le complexe. C'est que, la complexité, c'est le défi de la connaissance. Ce n'est pas la réponse à la connaissance, c'est la complexité. Bon. Et complexus, le mot, ça veut dire tout ce qui est tissé ensemble. Donc, si vous voulez, la pensée complexe, la connaissance complexe, c'est une pensée capable de relier. Bien entendu, relier, ça ne suffit pas de juxtaposer, il faut avoir quelques méthodes pour relier ce qui est séparé, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon travail. Mais, de toute façon, quand on a à faire un choix, une décision, on choisit entre des alternatives, et à ce moment-là, c'est simple, parce qu'on limite les possibilités. D'ailleurs, j'ajoute que j'ai souvent écrit que la complexité, c'est l'union de la simplicité et de la complexité. On peut arriver à des choses très simples, mais par des processus qui ont été très complexes. Prenez par exemple le baiser. C'est très simple, d'embrasser quelqu'un, de dire je t'aime. Bon. Mais il faut penser que pour que le baiser transforme une expression, il faut penser que nous autres humains, nous sommes passés auparavant par un stade mammifère, où le rôle de la bouche, le léchage est très important. Regardez chez les binous et chez les chiens, etc. Alors, il y a donc, il faut arriver, il faut considérer toute l'évolution biologique qui nous amenait au baiser, mais avec en plus, parce que dans notre esprit, il y a l'idée que le souffle, c'est lié à l'esprit, hein, et que c'est par la bouche que sort le souffle, c'est-à-dire le baiser sur la bouche signifie à la fois un symbole, une union physique et une union psychique, spirituelle. Alors, mais quand vous embrassez, c'est très simple, il faut continuer à ne pas trop vous poser des questions. Hein. Vous savez, c'est la question qu'on posait aux 1000 pattes, c'est l'araignée posée aux 1000 pattes, elle dit, mais enfin, comment tu fais pour mettre une patte l'une après l'autre? Alors, 1000 pattes réfléchit, puis il n'arrive plus à pas marcher. Alors, continuez à embrasser, mais c'est pour dire que le problème de la simplicité n'est pas antinomique à celui de la complexité. Merci. Je voudrais répondre à deux questions qui a été initiée par Antoine Valabrec et qui a été en fait, à mon avis, explicitée. Il y a pratiquement eu des réponses dans la suite. C'est qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, en tant qu'individus, là où nous sommes. Et je crois que ensuite, il a été dit, oui, mais il existe des systèmes au niveau local. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à dialoguer. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de financement, etc. Je crois que c'est par là que commence le vrai changement. Et c'est précisément, on reboucle sur la notion de relier. Aujourd'hui, par exemple, il faut résoudre à la fois des questions finalement de chômage, des questions écologiques, des questions de violence potentielle, etc. Je m'étonne qu'on n'ait pas utilisé cette crise en France pour lancer un grand plan de rénovation des banlieues. On ne voit pas ça. On propose toutes sortes de choses. D'aller arranger un peu ici et là le château de Versailles, là de construire un musée, là d'arranger un petit pont dans une infrastructure ferroviaire. Mais le problème des banlieues qui est vraiment devant nous et qui nous crève les yeux, on ne s'est pas organisé pour ça. Et j'en suis vraiment très étonné. Or là, on est devant un problème précisément de relier. Il s'agit de relier
le haut fonctionnaire dans le ministère, les maires des communes, le grand frère sur le terrain qui a géré des communautés potentiellement de jeunes délinquants, les personnes qui sont prêtes à s'investir dans les villes, etc. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut aujourd'hui définir des plans véritablement de rénovation de ces banlieues, dans lesquels on va pouvoir faire intervenir également des architectes, des urbanistes, des artistes, dans lesquels des personnes aussi brillantes que Patrick tout à l'heure sur l'expression de la joie de vivre et d'un mieux vivre vont pouvoir parler, et comment effectivement on va créer un dialogue commun. C'est par là que commence, comment on invite la liaison. Et ça s'inscrit aussi dans un projet qui, économiquement, écologiquement, ici et maintenant, est nécessaire. Et à mon avis, c'est ce type de démarche qu'il faut essayer d'entreprendre en mobilisant la société française sur des valeurs, sur des réflexes qu'elle a eus dans le passé et qu'elle peut retrouver, sur des atouts qu'elle a avec sa grande administration, etc. Donc je crois que c'est par ce genre de démarche qu'on peut avancer. Alors ça s'applique à la rénovation urbaine, ça peut s'appliquer aux banlieues, etc. C'est un petit peu ce que j'entendais développer tout à l'heure dans les dernières slides. Deuxième observation. De mon point de vue, si vous voulez, il n'y a pas deux cerveaux. Il y en a quatre. Mais je vais vous faire un dessin. Il y a un cerveau. En fait, il y a un cerveau droit et un cerveau gauche qui renvoie effectivement à la question de la rationalité et de l'émotion quelque part, ou du moins de la perception holistique des choses et de la perception du décortiquage analytique. Et vous avez un cerveau. Alors, si tu l'as marqué, quand au micro, il faut le mettre là. Et vous avez d'autre part, effectivement, un système limbique qui siège des émotions les plus animales. Et puis vous avez un système qui est, je ne montre pas le terme, cortical, le néocortex, pardon, qui est là un système plus fondé sur la conscience, la réflexivité. Et donc le problème, c'est la gestion de ces quatre cerveaux. Et c'est comme ça, le problème de l'humanité, c'est celui-là. Et alors, suivant les époques, on se retrouve ici. Ça donne, en gros, le système qu'on a vécu depuis 30 ans, y compris le système soviétique dans ses côtés les plus sombres. C'est aussi celui sur lequel on est peut-être en train de se retrouver, avec probablement un glissement ici, qui est probablement ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est une espèce de trajectoire vers ça. Où on se retrouve toujours dans un système limbique où les émotions sont absolument soulevées parce qu'on est dans la situation de crise, avec tout ce qu'il peut y avoir d'irrationnel dedans. Mais on n'arrive pas encore aujourd'hui à formuler quelque chose sur le plan analytique qui permettrait d'apporter une réponse cohérente, avec une perspective longue. Donc le problème, c'est la trajectoire, c'est comment est-ce qu'on va évoluer vers ça. Parce qu'au fond, la question centrale, c'est finalement plutôt de évoluer vers cela. C'est le jour où on est capable de construire des trajectoires pour l'humanité, nous permettant d'arriver en ce cœur de cible, qu'à ce moment-là, on aura progressé. Ce qui est derrière, c'est en fait ici une société plutôt animale, avec l'éthique que j'évoquais tout à l'heure, qui est une éthique fondée sur le besoin de survie collective du groupe, dans lequel la morale n'a rien à faire, et puis une société qui, elle, est humaine, dans laquelle c'est la conscience, ici, sur cette partie-là, qui, elle, fait fonctionner l'ensemble. Et la conscience s'acquiert par l'observation du réel. C'est pour ça l'histoire des indicateurs est centrale. C'est pour ça qu'il faut arriver à faire passer cette vision différente du monde, y compris par l'utilisation des médias. Aujourd'hui, le système le plus puissant pour envoyer quelque chose d'efficace dans notre changement, c'est d'utiliser les médias comme miroir. Les miroirs de la réalité, des success stories,
des choses par contre qui sont critiquables, etc. Et je crois qu'à ce moment-là, on construit une conscience qui nous fait dépasser la situation, si je puis dire, du groupe animal, avec tout ce que ça peut représenter parfois d'excessif dans le groupage, dans l'affolement de la horde qui brusquement découvre le feu et la poursuit. Et je crois que c'est là le fondement, si vous voulez, aujourd'hui de cette humanité. C'est pour ça que moi j'ai proposé une analyse qui est éthologique. J'ai écrit des choses là-dessus, ça n'a pas été compris, parce que l'éthologie renvoie essentiellement à l'observation du comportement animal. Et elle renvoie à l'observation du comportement animal dans ses fondements biologiques. Et à partir de là, ça crée une espèce de peur en disant c'est pas possible. J'ai proposé une éthologie des peuples qui en fait intègre ces quatre cerveaux. Et c'est autour de ça qu'il faut essayer de construire cette éthologie des peuples, qui est l'observation du comportement de la société humaine dans sa diversité. Et ça implique deux choses, le comportement animal dans ses réactions les plus basiques, mais aussi l'éthique. C'est pas pour rien qu'on joue sur le mot ethos, qui est à la fois comportement, mais aussi mœurs et respect de l'autre et de la nature et du monde. Merci. Et trois éléments en résonance à la fois de ce qui s'est dit dans les questions et les interventions et puis de ce que nous avons dit les uns et les autres. Le premier, moi, c'est ce que j'appellerais la nécessité des alliances pionnières. Hein, pour prendre le jeu du terme, c'est ce qui correspond à ce que Edgar évoque à travers le point 2 du principe espérance, qui est la question des potentialités créatrices pour à la fois préparer la métamorphose et avoir un bon usage de l'improbable. Et au fond, ces alliances pionnières, moi j'avais appelé ça des coopérateurs ludiques face aux logiques guerrières et puritaines, c'est ce qu'il y a à travers les créatifs émergents, culturels, etc. C'est non seulement le principe de reconnaissance mutuelle, pour se donner mutuellement de la force, pas au sens de rapport de force, mais au sens de la force de vie, découvrir à cette occasion que, au lieu d'être un tout petit pourcentage de marginaux, ça représente déjà dans la société monde quantité de millions de personnes, et c'est parce que ces créatifs émergents étaient déjà présents que l'improbable d'Obama a été possible. Hein. On posait souvent la question quand on lisait l'enquête de Colbert et Sherry Anderson, oui, mais si c'est vrai, comment se fait-il que ça soit Bush? D'une certaine façon, maintenant on a la réponse. Il y avait les deux potentialités aux États-Unis. Donc dans la partie alliance pionnière, la clé, c'est ce qu'on a appelé dans un certain nombre de collectifs les projets Nanoub. Nanoub, ça veut dire nous allons nous faire du bien. Hein, d'ailleurs, voilà, et ça, on n'a pas besoin d'attendre, même demain matin, voilà, une assemblée comme celle-ci, elle est déjà dans cet exercice-là, et vraiment le point de départ, c'est échange de savoir et d'expérience sur tout ce qui est susceptible de nous donner du mieux-être et de combattre le mal-être. Donc y compris dans la crise où les effets de sauf qui peut et les effets de logique autoritaire vont monter, la réponse en termes de solidarité du côté de sauf qui peut et de citoyenneté du côté des logiques autoritaires, elle vient aussi de cette énergie de se faire mutuellement du bien. Parce que si les stratégies alternatives sont elles-mêmes traversées par du mal-être, ben c'est exactement ce que décrivait Edgar tout à l'heure dans l'échec du projet communiste. On peut être lucide sur, par exemple, une captation comme la captation de richesse, mais être complètement aveugle sur la captation de pouvoir, et à ce moment-là, on a au contraire un militantisme sacrificiel qui génère de nouvelles toxicomanies. Donc, élément de base, les alliances pionnières qui se donnent à elles-mêmes comme objectif, ce que disait Gandhi, soyez le changement que vous proposez. Ou ce que l'économie sociale et solidaire dit historiquement, c'est-à-dire on n'attend pas que les propositions transformatrices globales que l'on fait soient réalisées pour commencer à les expérimenter nous-mêmes.
c'est l'actualité, pourrait-on dire, d'une logique autogestionnaire. Et dans ces alliances pionnières, eh ben, il y a tout ce qu'on dit. Il y a le nouveau rapport au pouvoir, il y a le nouveau rapport à la richesse, y compris avec les nouveaux indicateurs, les nouveaux systèmes d'évaluation, les nouvelles approches de la monnaie, etc. C'est-à-dire, au lieu d'être dans l'obsession d'un pouvoir à prendre, eh ben, on se donne mutuellement du pouvoir. Au lieu d'être dans l'obsession, oui, mais où sont les sous? Eh ben, nous créons nous-mêmes des monnaies suffisantes qui sont nécessaires pour réaliser nos projets, etc. Voilà, et puis pareil, sur un sens ouvert, une pratique de l'espérance qui ne soit pas pour autant contraire à la rationalité, à l'illusion, enfin qui régresse qui fait un bon usage de la modernité du côté de l'émancipation, sans le pire de la modernité qui est la chosification, qui retrouve le meilleur des sociétés de tradition, le sens et le lien, mais sans le pire des sociétés de tradition, qui est un sens oui, mais identitaire et excluant, un lien oui, mais un lien qui tourne au contrôle social, donc qui nous permet aussi de prendre le meilleur de ce qu'il y a eu dans l'expérience humaine. Voilà, ça, alliance pionnière. Deuxième élément, nous sommes lucides, il y a des zones de haute pathologie collective. Bon. Et ce qui fait que, effectivement, tout ça peut tourner très mal, l'humanité risque la sortie de route, enfin bon, chacun d'entre nous, et notamment Edgar, l'a particulièrement développé. Donc là, on a besoin, en même temps qu'on développe les alliances pionnières, de pratiquer les arts martiaux à l'échelle collective, c'est-à-dire de ce qu'on pourrait appeler un mouvement des droits civiques mondiaux. C'est-à-dire ce que des mouvements tels que la non-violence active de Luther King avec les droits civiques aux États-Unis ont été capables d'expérimenter, il nous faut le faire maintenant au niveau mondial. C'est-à-dire on a besoin d'utiliser la conflictualité comme alternative à la violence et de bien distinguer les deux choses. La plupart du temps, la violence apparaît quand les conflits ne se sont pas formés. Et donc construire de la conflictualité de la violence, construire un mouvement des droits civiques mondiaux, qui est y compris capable, à chaque fois que la zone pathologique, du côté de la captation de richesse, du côté de la captation de pouvoir, du côté de la captation de sens, etc., se produit, d'avoir une conflictualité non violente. Et puis, troisième niveau, c'est ce qu'on pourrait appeler la co-construction des politiques d'humanité. Parce que entre les acteurs de la société monde, qui est souvent une société civile, et une société civique, qui a cette énergie créatrice, et puis le fait que nous détectons de plus en plus, et c'est une bonne nouvelle, des nouveaux acteurs de type Obama, mais il y en a d'autres, mais Obama en est évidemment un exemple, qui, y compris dans des sphères de responsabilité, ont été capables de bouger, mais qui seront complètement enfermés s'ils ne sont pas reliés, là on retrouve la question de la reliance, avec les alliances pionnières. Donc la co-construction, à travers ce qu'on peut appeler un Yes We Can mondial, c'est-à-dire identifier les zones où cette co-construction, elle est possible dès maintenant. Je vous en donne un exemple très simple, les paradis fiscaux. On ferait mieux d'ailleurs d'appeler les enfers fiscaux, parce qu'ils ne sont paradisiaques que pour la toute petite minorité des bénéficiaires. Voilà un exemple où le terrain est mûr pour faire cette co-construction. Parce que d'un côté, vous avez toute l'expérience accumulée du côté des sociétés civiles, de l'autre côté, vous avez l'opportunité de l'effondrement de la sphère financière classique et la prise de conscience que ça ne peut plus durer. Et troisièmement, vous avez des acteurs politiques, y compris au niveau des États, des institutions internationales. Vous avez vu Strauss-Kahn qui a dit « le moment est venu de dynamiter les paradis fiscaux ». Obama a pris des engagements dans cette direction. Vous avez le schéma. Eh bien, quand par exemple les assises du développement durable de Lyon disent « prenons un engagement mutuel », qui permet aussi bien l'implication citoyenne que l'application de collectivités territoriales, que l'application d'entreprises, que l'implication d'État, qui prend l'engagement d'arrêter de commercer et d'avoir des transactions avec des acteurs qui sont dans les enfers fiscaux, ou s'ils y sont, de leur demander l'engagement dans un délai relativement restreint de sortir de cette affaire. Ça, c'est un exemple de co-construction qui est tout à fait possible. Alors, il faut le commencer par le plus facile,
mais ensuite, les différents éléments de la politique de l'humanité dont parlait Pierre, on peut faire de la co-construction sur l'enjeu des 7 réformes qu'il évoque. Et quand vous avez tous ces éléments, vous avez aussi des grands moments qui cherchent à travailler dans cette direction. Par exemple, moi, je sais qu'un des niveaux de rassemblement auxquels je participe, qui est Dialogue en Humanité, c'est à la fois un temps d'alliance pionnière, mais c'est aussi un temps de construction de droits civiques face aux zones de haute pathologie et de co-construction avec des acteurs d'entreprises, de politiques, d'institutions internationales qui vont dans cette direction-là. Mais partout, le fil rouge, c'est on se donne mutuellement de la force de vie, donc de la joie, et c'est grâce à cette force qu'on peut pratiquer le jus de cyclage face aux zones de haute pathologie collective, et qu'on peut aussi changer notre propre système de rétribution et éviter du même coup de basculer nous-mêmes du côté des toxicomanes de demain. Bon, effectivement, je crois qu'on peut les applaudir, parce qu'on a eu, grâce à vous, grâce à eux, une matinée extraordinaire. C'est encore mieux organisé que je l'avais organisé. Et je suis dans la joie, car à chaque instant j'apprends avec vous, et je remercie aussi l'audience et vos questions, la qualité de vos questions. On a la chance depuis la création de cette université intégrale, inscription après inscription, de découvrir des personnes qui viennent de France, mais qui viennent aussi d'autres pays. On avait la visite de personnes d'Espagne, de Belgique, etc. Donc il y a tout un réseau qui est en train de se créer. Alors j'aimerais d'ailleurs vous rappeler 2-3 outils de reliance qu'on est en train de mettre en place. D'abord, il y a le considérable travail lancé par Karine en tant que présidente du Club de Budapest, de refondation du Club de Budapest, et de nous transformer nous-mêmes dans le changement qu'on souhaite introduire sur la planète. Alors je peux vous dire qu'on a des débats entre nous et qu'on fait des grands efforts pour nous transformer nous-mêmes. C'est pas évident. Bruno y a assisté, il pourra témoigner, vous pouvez les interviewer et vous dire comment on essaie de se transformer. De transformer notre comité d'honneur, et Martine est bien sûr un élément clé de ce travail sur notre comité d'honneur qu'on mène aussi avec notre président d'honneur, Marcel Poiteux. On a lancé dans le cadre de cette refondation une nouvelle politique de reliance avec toutes les autres associations qui travaillent dans le même esprit, dont l'association de Patrick Vivet, dont l'association de Jean-Baptiste Foucault, et donc une vingtaine d'associations, et on travaille sur le pacte civique tous ensemble pour proposer une refondation de notre manière de nous relier en tant que citoyens. Je crois que là, il faut souligner aussi ce travail qui est en train d'être fait. J'ai mis d'ailleurs les documents sur ce travail magnifique d'inter-association. Et le premier texte, l'amorce de ce texte, mais qui va évoluer, etc., a été mis sur le site internet. On est en plein travail là-dessus. Je voulais vous signaler aussi que dans l'aspect de laboratoire, et c'est très important tout le travail qui a été dit là, tout ce qui a été dit sur le fait de se concentrer sur les éléments positifs qui sont en train d'émerger. Partout sur la planète, il y a des débats en ce moment sur ces questions. Certainement, à l'Université intégrale à Paris, c'est le plus brillant. Mais je peux vous dire qu'il y en a d'autres partout sur la planète. En ce moment, il y a une véritable ébullition autour de nous. Et ça, c'est extraordinairement positif. Et en voyageant dans le monde entier, ce que j'ai découvert qu'il y avait des lieux où même depuis 30 ans, des gens apprennent à vivre différemment. Des lieux où il y a une empreinte positive. Des lieux où on apprend au jour le jour, dans le vécu quotidien, et c'est ça le plus difficile, c'est le vécu quotidien, à se relier. Et ces laboratoires, c'est les éco-villages. Alors, il y en a un qu'on a beaucoup évoqué, qui est Auroville, parce que c'est un des plus anciens, et c'est une des expériences soutenues par l'UNESCO, qui est sans doute de la taille la plus importante de la planète. Et j'insiste toujours sur l'importance d'Auroville, parce qu'aller à Auroville, d'ailleurs, on est en train de monter, dans le cadre de l'université intégrale, un pont avec Auroville, pour que chaque année, on aille développer une université à Auroville. Mais il y a aussi d'autres endroits, et notamment Findorn. Et en juin, nous partons. Et je vous invite à vous inscrire sur le site une semaine à Findorn pour faire un séminaire sur l'approche intégrale, en anglais. Donc c'est l'occasion pour vous, de découvrir un lieu exceptionnel, puisque Findorn, juste après Auroville, d'ailleurs même je crois que Findorn a été créé avant Auroville, quelques mois avant.
mais c'est sans doute le deuxième endroit expérimental le plus avancé dans un vécu de reliance, et non seulement de reliance des êtres avec les uns avec les autres, et particulièrement à Auroville, une reliance qu'on a évoquée, qui me semble extrêmement importante, des êtres humains avec les animaux et les plantes. À Auroville, à Findorf, il y a eu un grand travail de découverte du dialogue avec les plantes. Alors peut-être ça peut faire rire, mais c'est un des espaces où depuis 30 ans, les êtres humains sont rentrés en dialogue, dans un véritable dialogue d'écoute et de parole avec les plantes, avec les animaux. Donc, je vous invite à venir à cette semaine, et je vous invite maintenant à se faire, selon ton expression que je trouve extraordinaire, je trouve que c'est un plan d'action très intéressant. On peut commencer d'ailleurs. Je trouve que d'ailleurs, à Findorf, à Auroville, il y a toute une dimension très importante. Vous pouvez commencer demain, c'est déjà à se faire des massages mutuels pour se réconforter. Moi, je sais que ça a été très important. Mais comme on est dans une période angoissée, de retrouver, de se rassurer mutuellement en se faisant des massages, en se rassurant. Plutôt que de le dire si on le faisait. On peut se faire un grand massage des épaules. Tu vas me faire mal. Avant, voilà, vous pouvez, la dame est en train de montrer. Vous massez les épaules de la personne qui est devant vous. Allez-y, allez-y. Non mais sérieusement, allez-y. Il faut savoir avec le changement. On va se faire aussi du bien. On va se faire du bien en allant aussi. Voilà, je te masse. Les massages c'est bien, mais alors les massages Moi je fais ça régulièrement mais avec ma femme. Ça marche.